Salut les jeunes et bienvenue dans le 9e épisode de Cinopinion où on va parler de Formule 1 de Joseph Kosinski. Qui c'est ça celui-là, John Kennedy? Et émission qui va un petit peu ressembler à celle sur Once Upon a Time in Hollywood, qui date déjà du confinement. C'est fou ce que le temps passe. Sans grande théorie, mais avec quelques idées et pistes de réflexion à même de vous donner envie de le voir ou de le revoir. Bon, c'est quand même mieux de l'avoir vu avant. Bon allez, c'est parti. Formule 1 ou F1, un des succès de cette année, plus gros succès même de la carrière de ce cher Brad, devant Seven par exemple, ce qui a pu surprendre. On y retrouve entre autres deux échappés de la série Rome de John Milius. Vous savez ce que je pense? J'adore ce type. Avec Tobias Menzies, vu aussi dans Game of Thrones ou Casino Royale, et aussi Kerry Condon, vu également dans les Banshees d'Inisherin, je ne sais pas si je prononce bien, que je ne peux que vous recommander, et elle fut aussi la voix en VO de Friday, vous savez, l'IA qui a succédé à Jarvis. Non? Bon bah tant pis alors. Javier Bardem est là, toujours aussi bon, même si ce que je préfère chez lui, c'est encore sa femme. Ah, et il y a aussi ce gars, dont j'étais persuadé qu'il était aussi ce gars. Parce que c'est le même réal qui a fait les deux films et que, bon voilà, ils se ressemblent. On a également Hans au platine, bon c'est pas franchement sa meilleure prestation, mais bon il fait le café comme d'hab. Un film qui m'a bien plu, et comme tous les films qui m'ont plu cette année, j'attends encore une sortie physique digne de ce nom en France. Le film n'étant dispo ici qu'en VOD au moment où je tourne cette émission. Pareil donc pour Le Retour d'Ulysse, ou The Last Showgirl, que j'avais bien apprécié en 2025. Un film créé par Joseph Kosinski, Qui est ce vilain? architecte de formation et réalisateur de Tron Legacy, Oblivion et autres Top Gun Maverick, et qui mine de rien commence sacrément à rouler sa bosse à Hollywood, même s'il reste relativement méconnu. Bon tout ça c'était juste pour l'intro bien sûr. Shall we begin? Un film attaqué bien sûr par les aficionados du sport auto pour son supposé manque de réalisme, ou tout du moins pour une crédibilité aux abonnés absents. Ce qui n'est pas faux en valeur absolue, la super licence ne survivant probablement pas à un tel traitement. Cependant, réalisme et crédibilité sont des concepts assez différents en fait, et qu'on va pas traiter en profondeur ici, il y en aurait pour des heures. Si vous voulez voir de la vraie F1, oubliez le cinéma et abonnez-vous à Canal pour applaudir les exploits du dieu Max. Merci, de rien. Le réel et le cinéma, cette vieille rengaine, on n'en finira décidément jamais. Dramatisation oblige, il est nécessaire d'adapter la réalité au format du blockbuster. C'est aussi vrai pour F1 que pour Grand Prix de Frankenheimer et Rush du papa de Bryce. On peut également évoquer ici le cas assez parlant de First Man, l'incident de Gemini 8 n'ayant pas été forcément aussi visuellement impactant en vrai que dans le film de Damien Chazelle. Surtout au vœu du parti pris du cinéaste de rester collé au plus près des personnages et donc de ne pas ou peu avoir de plan externe à l'action. Ce qui diminue d'autant les possibilités de laisser avoir cette dernière directement. Mais nous sommes au cinéma qui est un art visuel et il faut bien qu'il y ait quand même des choses à regarder pour que le public saisisse la gravité de la situation et les enjeux afférents, sauf à visionner le film dans une centrifugeuse pour ce qui est de First Man. Oui, Damien triche avec la physique, mais c'est le prix de la cohérence visuelle de son œuvre. La recherche du réalisme à tout crin, au cinéma comme pour le jeu vidéo d'ailleurs, étant vraisemblablement une impasse, il y a tout de même, il est vrai, un certain équilibre à rechercher entre ce que l'on peut montrer dans un film et ce que le public peut accepter. Ce qui déplaira aux puristes mais conquérera le grand public. N'oublions pas que F1 est un véhicule de star, ce qui est toujours amusant à dire pour un film de bagnole, un film avec la méga star Brad Pitt. Il est plus destiné à vos mamans qu'à vous, autres autistes de la pression des gommes dures. Le public cible, c'est plutôt elle que vous, raison pour laquelle on nous explique les règles de temps à autre au cours du film. Ce qui compte est moins finalement de coller au réel que de développer des thématiques. L'autre exemple qui me vient à ce propos est celui d'Oppenheimer, à propos duquel de petits malins se plaisent à souligner la forme de l'explosion de Trinity et se permettent même le toupet de la corriger car pas assez réaliste à leur goût. En effet, une explosion nucléaire ne produit pas de véritable flamme au sens courant du terme, en tout cas pas directement. Non, vous ne comprenez pas, ce n'est pas un feu en vérité. Vous avez affaire à quelque chose qui n'est jamais arrivé sur cette planète avant aujourd'hui. Ce faisant, ces braves gens font ainsi totalement fi de la thématique prométhéenne du feu, pourtant omniprésente tout au long du métrage, et font donc de fait bien peu de cas de la cohérence thématique du film. C'est pas croyable. Mais bon, on n'en est plus à une connerie près dès qu'il s'agit d'évoquer ce cher Nolan. Il faudrait tout de même pas me prendre pour une poire. Nolan, notre maître à tous, avec Steven et Paul. Et ben voilà, comme ça c'est dit. Alors je vais pas non plus ici me lancer dans l'éternel débat du réalisme historique, de plus costauds que moi s'y sont attaqués. Et au vu du film lui-même, on ne peut pas dire qu'aucun effort n'a été fait. Comme pour Top Gun Maverick du même réal, des efforts considérables ont été consentis pour favoriser l'expérience. Caméra au plus près des véhicules, véritables circuits et voitures et pilotes, etc. Quand même, franchement, on s'est pas foutu de nous.
F1 est-il une sorte de western, de film fordien? Et il faut dire que le film et son traitement sont très américains. John Ford, cinéaste de légende de l'âge d'or d'Hollywood avec les 2000, Hitchcock, Huston, Hawks et autres Michael Curtis. John Ford joué par David Lynch dans une scène de Fableman, le quasi-biopic de Steven. Réinterprétant là une anecdote déjà racontée par ailleurs. Like safari clothes, floppy hat. He had a patch over his eye. He was chewing on a handkerchief, and he had a cigar in his other hand, and he had lipstick kisses all over his face, but the kind that are put there for fun. You know, it's not smears, but you know, complete shapes of lips on his forehead, on his cheeks, one on his nose. And he goes into his office without saying hi to his secretary. She grabs a box of Kleenex and she runs after him, closes the door. Bon, John Ford était aussi présent dans le Midway de Roland Emmerich, mais on s'en fout quoi. John Ford, particulièrement connu pour ses westerns, souvent avec John Wayne. C'est quoi ça? On en oublierait presque qu'il n'a pas non plus fait que cela, mais il y a 1 million de choses que l'on pourrait dire sur le maître, je vais devoir m'arrêter là. Foncez sur le documentaire que lui a consacré ce cher Peter Bogdanovich. Pour revenir à F1, j'ai particulièrement apprécié la caractérisation du personnage de Sonny Hayes. Son van, ses cartes à jouer, ses chaussettes dépareillées, et tous ces petits détails qui contribuent à construire donc ce personnage. Personnage que l'on peut s'empêcher de rapprocher de la figure du cowboy des westerns d'antan. Il arrive, il règle le problème et il se casse en prenant soin de ne respecter aucune règle et d'emballer la milf de l'équipe. Propre net. Un cowboy macho comme on n'en fait presque plus, le Duke serait si fier. C'est sûr que ça nous change de Timothée Chalamet. Ils sont devenus bien rares de nos jours au cinéma ces personnages si masculins. Dans l'ère moderne, on pourra citer Owen Grady de Jurassic World ou le déjà plus ancien Rick O'Connell de La Momie. Heureusement que tu es là, Taylor. Peut-être ce très cher Taylor Sheridan est-il le lointain successeur de John Ford. Parce que parlons-en des Indiana Jones et autres James Bond, icônes masculines maladroitement revues à la sauce ou... non, finalement, on va pas en parler, ça prendrait des plombs en plus. Ce n'est pas le sujet de la vidéo et c'est pas un virage que je souhaite donner à la chaîne. Il y en a d'autres sur ce créneau, vous inquiétez pas. Il suffit en fait de dire que le cadran de la destinée et mourir peut attendre, c'est de la merde en barre. Et dire qu'à l'époque on s'est moqué du crâne de cristal. J'étais bien seul pour le défendre. Ah, et pour en revenir à First Man, l'intrépide et courageux pilote d'essai et explorateur y est quasiment réduit à un papa fuyant son deuil. Bref, je suis complètement hors sujet. Encore. Vous commencez à en avoir l'habitude. F1 est-il, à la manière dont le podcast Cinécrash l'a suggéré à propos du film L'étoffe des héros, un film fordien, où les chevaux sont cette fois remplacés par des monoplaces et où les balles sont des arrêts au stand. On se croirait dans message à caractère informatif tout d'un coup. Ici, à la Cogip, c'est comme au ping-pong. Et sauf que les balles sont des dollars et que les raquettes sont des dossiers. Hélas, 1000 fois hélas, je suis encore insuffisamment initié à la geste fordienne pour aller plus avant. Il me reste encore quelques ouvrages à lire et films à découvrir. Je ne peux que vous recommander chaudement de vous jeter sur les films du maître, comme par exemple Quelle était verte ma vallée, Ce n'est qu'un au revoir, ou bien sûr La prisonnière du désert. Je vous mets en description des liens vers les conférences sur ce sujet de ce bon Jean-Baptiste Toré, histoire que vous soyez au parfum. F1 ne serait pas le film attendu, car en effet, on pouvait s'attendre à une toute autre histoire, et donc à un autre scénario, et in fine à un autre film. Notamment au vu du potentiel public cible, le film étant quand même largement porté par sa star. Car au vu des annonces et autres trailers, cela semblait couler de source. Une ressucée de l'immonde Drive-On avec Stallone, où le vieux briscard va prendre le genou sous son aile pour l'emmener jusqu'au titre suprême. Une sorte de Top Gun Maverick avec des bagnoles, à la manière de Jour de tonnerre qui succéda au premier Top Gun. Si vous avez vu le film, vous savez qu'il n'en est rien. Ou du moins... Pas tout à fait. Car on a là un modeste refus de facilité scénaristique, c'est à souligner. Car en effet, notre vieux pilote, Sonny Hayes, joué par Brad Pitt, s'il va en effet un peu s'occuper du jeune de service, parce qu'on va évidemment un petit peu retrouver le poncif vieux versus jeune, faut pas déconner non plus, a en réalité une autre mission, sauver le cul de son pote et accessoirement empêcher le rachat de l'écurie, lequel sera suivi d'un méchant plan social. Bref, il est là pour empêcher la boîte de couler. Vous ne rêvez pas, ce cher Joseph a réussi à faire de Brad Pitt une sorte de Vincent Lindon américain. C'est pas croyable. Ça, c'est aussi improbable que d'entendre Nathalie Portman citant le dîner de con. Je suis un producteur belge. Ah, il nous y a habitué notre Vincent National à ces films pas si nombreux finalement, où il se trouve en but à l'horrible patronat, ces salauds de mangeurs d'enfants. Bon, blague à part, jetez un œil à La Crise tout de même, de Colin Serrault et aussi à Pour elle, sympathique thriller qui a eu droit à son remake américain où ce cher Vincent est remplacé par Russell Crowe. Y a pas de vanne. C'était tout de même plutôt surprenant venant d'un blockbuster hollywoodien, même si le mythe du héros américain est bien là et que cette dimension sociale reste quand même bien discrète, faut pas exagérer la chose. Cela transparaît aussi dans l'état d'esprit du film, avec des thèmes comme la fin d'une spirale négative et le retour de la confiance, ou encore la notion de combat. 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 Faut gagner ça.
Tu gagnes pas le combat, tu gagnes pas le match. Que l'on peut retrouver par exemple dans des équipes qui jouent leur survie, car menacées par la relégation dans une division inférieure. On ne se refait pas. Le film n'hésite pas non plus à égratigner la FIA, qui a pourtant validé et appuyé le film, et ça aussi c'est un peu étonnant. Mais bon, après tout, il n'y a pas de mauvaise publicité, comme le disait Andy Warhol. Et ça reste cohérent avec le côté western et américain qui se contrefout des règles. Il est aussi connu que ce film devait au départ se dérouler dans le milieu des courses nord-américaines avant d'être finalement rebasculé sur la F1. Un film et un récit empreint d'un certain classicisme donc, ce qui n'est pas pour me déplaire, mais qui recèle ça et là son petit lot de surprises. Et donc voilà, c'était quelques petites choses que j'avais à dire sur le film F1, j'espère que ça vous aura plu, et on se retrouve bientôt au prochain numéro. Ciao! C'était vraiment très intéressant. Quand Brad Pitt fait un film sur la Formule 1, il s'immerge dans cet environnement, il s'est installé dans une monoplace, il a pris des cours de pilotage, il a écouté ce qu'on lui a dit, il s'est développé. He said, when you can come to the conclusion that putting the horizon at the bottom of a frame or the top of the frame is a lot better than putting the horizon right in the middle of the frame, then you may someday make a good picture maker. Now get out of here.